Ben voilà, c'était Naïm Lazag qui rappelait les petits vols par infraction de Gad Elmaleh qui vole des sketchs et qui va après se la péter sur les différents médias en faisant passer pour une espèce de prince de l'humour, d'une exception culturelle dans le genre de l'esprit et de la vanne, alors qu'il est d'abord un taxeur et un voleur et qui ne paye pas et qui n'annonce pas les sketchs qu'il a volés à ses Américains. Et puis Naïm Lazag a voulu le dénoncer. Il y a beaucoup de voleurs hein, en politique, il y a beaucoup d'escrocs. Hein. Bon là, d'ailleurs, peut-être que Gad Elmaleh peut faire de la politique demain. Il fera autant de pognon que là. Hein. Vous savez qu'il a été taxé d'avoir détourné de l'argent hein, dans l'histoire des Panama Papers. Il a été épinglé, il a détourné 3 millions d'euros. Bon, pourquoi pas, après tout, c'est son pognon. Mais bon, quand on donne des leçons par l'humour, c'est une forme de politesse. Et quand on masque l'oseille, c'est quand même le contraire de la politesse et de l'élégance. Bon, et puis s'il fait de la politique, il pourra gagner un paquet de pognon, surtout si, mais je ne pense pas qu'il ira jusque-là, et je ne le souhaite pas parce qu'il a un bon fonds, Gad Elmaleh, hein, un fonds financier évidemment. Non, il pourra, comme certains trissotins et certaines crapules médiatiques sont affiliés à des boxons pharmaceutiques. Et ceux-là volent de l'oseille tout simplement en se faisant grassement payer. Et ces voleurs, dans le cas du coronavirus, se sont fait littéralement des fortunes cachées. Ils touchent de l'oseille. Ça a été le cas notamment en Belgique où le gouvernement a changé, où la chloroquine était complètement interdite. Maintenant, elle est revenue en ordre de sainteté, puisque le gouvernement qui avait avant de transition, avec une certaine Madame Wilmès, Madame Wilmès était une grande sec un petit peu qui ressemblait à un tableau de Modigliani. Il y avait une drôle de tronche, comme ça complètement tirée, c'est le tableau de Modigliani, tout en hauteur, comme ça, avec des cheveux plaqués. On aurait dit Francis Lalanne, sauf qu'elle n'avait pas le talent de Francis Lalanne. Et lorsqu'un jour, un monsieur lui dit « Mais il y a 8 de vos ministres qui sont apparemment coquinés avec des labos pharmaceutiques ou des lobbies financiers. » C'est pas la question, c'est pas la question, elle n'a pas voulu répondre. Eh bien, c'était ce gouvernement-là qui a littéralement prisonnier, un peu comme en France, sous prétexte de Corona, les Belges. Interdit de sortir, fermeture de cire, enfin, l'écroulement de l'économie et l'enfermement surtout. Et le masque et tout le baratin qui va avec, vous connaissez la chanson. Et le gouvernement a dégagé de Villemès parce qu'il y a eu des élections et c'est M. Decroix qui est arrivé et lui, apparemment, il ne serait peut-être pas aussi tenu prisonnier par des lobbies. Et, si ça se trouve, sur M. Decroix, les crapules du lobbyisme n'ont pas de photos ou de vidéos pour le faire chanter, parce qu'il paraît que ça fait partie du vocabulaire des crapules. Pour tenir les hommes politiques, eh bien, ils ont des informations, ils ont des photos, ils ont des enregistrements, c'est comme ça que pratiquent certains services secrets pour tenir les hommes politiques. Apparemment, c'est comme ça qu'ils les tiennent. Il semblerait que sur Trump non plus, il n'ait pas d'emprise, parce que Trump est en guerre contre l'État profond, l'État dans l'État, et il les attaque frontalement d'ailleurs. Donc, ce nouveau ministre, apparemment, n'a pas peur d'eux, et qui est arrivé, M. Decroix, qui a fait rentrer au passage deux maghrébines dans son gouvernement, bravo. Et lui, il a décidé que la chloroquine faisait partie effectivement des soins aujourd'hui. C'est paradoxal avec la brutalité dont est traité en permanence le professeur Raoult ici, qui doit se justifier d'un tas de choses par des crétins illettrés. C'est comme si qu'un bourricot remettait en question la qualité et la célérité, les qualités physiques d'un pur sang. D'un cheval arabe, d'un pur sang. C'est comme si qu'un bourricot ou qu'un crapaud pouvait se mesurer avec l'aisance, par exemple, l'acrobatie d'un singe, par exemple. Un singe, c'est quelque chose de prodigieux en termes d'agilité. C'est comme si qu'un crapaud voulait rivaliser avec les performances d'un trapéziste comme le serait un singe, etc. Donc, le crapaud qui se fout d'un pur sang ou d'un bourricot, c'est un peu ça, ce qui se passe aujourd'hui en France. Dans le même temps, évidemment, la France et autres pays donnent des leçons au monde entier de démocratie. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que certains pays sont habitués du bourrage d'urnes, hein, ils se bourrent les urnes pour se faire élire, ce qu'on appelle des dictatures ou des pays qui n'ont pas fini de se développer, hein, c'est ce que disent les médias ici en permanence, hein, parce que nous sommes des grands donneurs de leçons, nous, hein, ouais, de grands donneurs de leçons. Des leçons qu'on n'applique pas à soi-même, d'ailleurs, quand on voit le traitement dont ont été victimes les Gilets jaunes et autres manifestants. Par contre, ici, il n'y a pas le bourrage des urnes, mais il y a le bourrage de crâne, ce qui est quasiment pire. Parce que les urnes, tu peux les vider un peu. Mais nettoyer un cerveau, c'est très très dur quand elle a été pétrifiée et bourré, effectivement. Le bourrage de crâne, c'est tous les jours ici. Hein. C'est tous les jours. Bourrage de crâne d'un côté, et bourrage de crâne d'un côté,
et bourrage d'urne de l'autre. Finalement, chercher l'erreur, quoi, chercher qui est le meilleur. Personnellement, je ne vois pas. Par contre, ceux qui bourrent les urnes ne donnent pas de leçons à ceux qui bourrent le crâne. Est-ce que je veux dire? Ils ne donnent pas de leçons. Ils se contentent de bourrer les urnes. Dans les autres, bourrent les urnes, bourrent l'opinion, si à l'occasion, bourrés d'impôts, évidemment, de leçons, d'interdiction au nom de la menace, etc. Et par ailleurs, il est très heureux de voir que l'otage libéré, l'otage française, donc très content pour elle, hein, parce que cette dame, qui est une femme médecin, Madame, je vais quand même dire son nom sans l'écorcher, j'aime pas Sophie Petroni, c'est ça? Sophie Petronin, qui était retenue au Mali depuis 5 ans, eh bien, a été libérée moyennant négociation, comme toujours, hein. Alors en général, en France, lorsqu'on fait libérer des otages, c'est toujours pour avoir un gain politique. Ouais, parce que c'est effectivement, ça vient du cœur aussi, hein. Je ne doute à aucun moment que ceux qui négocient avec les preneurs d'otages ont du cœur. J'ai persuadé qu'ils ont du cœur. Mais il y a aussi un calcul politique, il y a aussi un gain politique. Et ça s'est fait tout le temps comme ça, de faire correspondre la sortie du prisonnier avec un événement ou avec le faire coïncider avec une mise en scène, une communication du pouvoir. Et là, Macron avait calculé sa mise en scène, du moins ceux qui travaillent pour lui, donc les comédiens, etc., les conseillers qui sont plus de 1700, je crois, à l'Assemblée aujourd'hui pour l'Élysée. 1700 conseillers, ouais, c'est dingue, hein, c'est hallucinant. Coûte très cher un conseiller. Et c'est d'abord un con avant d'être un conseiller, hein, parce qu'en général, c'est pas des lumières, hein, ou c'est des grands vicelards quand même parfois. Ouais. Et donc, c'est lorsque Madame Petronin arrive, elle est libérée, donc je pense que tout le monde s'attend à un numéro de Macron, Sophie Petronin, sauf quand elle arrive, elle lui dit je ne m'appelle pas Sophie, c'est Myriam. Donc tu vois un peu la tronche de Macron quand il arrive et qu'il apprend ça. Je m'appelle Myriam. Et je n'ai pas été arrêté par des terroristes, mais par des rebelles, par des gens qui sont en lutte contre des gouvernements corrompus, donc de la France-Afrique, comme le président malien qui fait partie donc du sérail, de la franc-maçonnerie et de la France-Afrique. Et donc, le malheur des Maliens, vous ne pouvez pas le comprendre, ces gens ne sont pas des terroristes, et ce sont des gens bien, grosso modo, c'est ce qu'elle dit, vous vous trompez, ce ne sont pas des terroristes, et je suis musulmane, je ne vous serre pas la main. Oh, là, c'est la claque là, qui se prend Macron, qui s'attendait à faire un numéro d'acrobate, de trapéziste verbal, hein, l'homme qui est très intelligent, et qu'on ne comprend pas d'ailleurs, qui nous dépasse. C'est comme ça qu'il se symbolise, qu'il se singularise. Il est stigmatisé comme un homme d'une intelligence exceptionnelle. Exceptionnelle. Non, vous n'avez rien compris, hein, non, cassez-vous. Retournez à l'école, retournez en maternelle, retournez chez la télé poubelle, plus belle la vie. C'est ça que ça veut dire, vous comprenez rien à l'aisance et à l'intelligence de la République en marche. C'est pourquoi donc, quand elle arrive, Sophie Petronin, elle lui dit « je suis musulmane », là, tout leur scénario, toute leur com, elle se casse la gueule. Là, ils sont mal, ils se demandent comment ils vont sortir de ce pétrin-là. Donc, je pense qu'ils vont jouer sur le fait qu'elle aurait peut-être subi des menaces, qu'elle est vieille, qu'elle a perdu la tête, ou c'est le syndrome de Stockholm. On trouvera effectivement des huluberlus, des nazes, des communicants, des islamophobes peut-être aussi. Il y en a plein, toutes les chaînes maintenant, ils ont chacun leur quota d'islamophobes qui régulièrement viennent cracher sur l'islam, qui viendront dire que Sophie Petronin, ben, elle a perdu la tête, ou alors la terreur dont elle a été victime, eh bien, elle est comme ceux qui sont victimes effectivement du syndrome de leur agresseur. C'est ce qui va se passer. Sauf qu'elle, non. Elle est médecin, elle confirme posément, non, je suis musulmane et je m'appelle Myriam désormais. Donc ça la fout très très mal. Et c'est bien de temps en temps quand le scénario ne tourne pas comme prévu. Vous savez, quand il y a un couac, quand la machine à communiquer ou à mitonner est grippée soudain. Là, il se passe vraiment quelque chose, il y a un moment de vérité. Ces moments de vérité sont tellement rares dans les médias parce que tout est truqué, tout est enregistré, tout est monté, tout est décalé et on vous vend ce qu'on veut bien vous vendre avec des gens qui ont un sourire de catin. Il y a des gens, des pseudo-journalistes ou présentatrices qui ont un sourire de tarifé, vous voyez ce que je veux dire, hein, tarifé. Donc souvent quand il y a la mécanique qui se brise comme ça en direct, parce qu'il y avait le grand show, hein, et soudain là c'est le drame, parce que le mec s'attend à tout sauf à ce que ça se casse la figure grosso modo, que ça passe pas. Et ça fait quand même plaisir quand le montage ou le trucage effectivement passe pas, et que les gens soudain s'aperçoivent de la supercherie, si j'ose dire, que cet instant un peu de vérité fait que les gens s'interrogent, est-ce qu'on nous raconte réellement la vérité? Est-ce qu'on nous cache tout et on nous dit rien comme chantait Jacques Dutronc? Ce sont des moments très importants et Sophie Petronin en est un aspect.